Je vais vous inviter à venir vous rapprocher, vous asseoir. A priori, il y a assez de chaises pour tout le monde, mais sinon, évidemment, n'hésitez pas à en reprendre. Alors, merci à toutes et à tous d'être nombreux ce soir. Ça fait longtemps qu'un meeting politique n'avait pas réuni, une réunion publique politique avait réuni du monde comme ça à Mer. Parce qu'à Mer, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de mobilisation, mais c'est très dur de réunir beaucoup de gens dans une salle comme ce soir. Donc on est quand même assez surpris et content. Donc évidemment, je remercie les élus présents, qu'ils soient là à titre d'élus ou militants, et puis évidemment tous les citoyens, citoyennes ici présents, les acteurs associatifs et compagnie. Ce soir, on a quand même plusieurs personnes qui vont venir parler. L'idée, c'est pas que ce soit uniquement le candidat qui parle, également sa suppléante, mon binôme Rebecca, et puis les élus. Étant donné que moi je suis plutôt écologiste, Rebecca plutôt de la France Insoumise, on va d'abord laisser la parole aux autres composantes du nouveau Front Populaire, et donc je vais laisser la parole au Parti communiste et au Parti socialiste. Donc si tu veux bien commencer, camarade, je te laisse la parole. Merci. On m'entend bien là ? Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très jaloux, parce que j'ai 70 ans, et quand je vois Noé, pour moi c'est un mutant, c'est une véritable comète. Et j'en profite pour dire que, évidemment, les communistes sur tout le territoire français s'investissent pour assurer le succès de ce nouveau Front populaire. Je voudrais dire que la désignation de Noé et de Rebecca comme candidats, c'est un choix extrêmement judicieux. C'est vraiment une équipe performante. Je suis leur campagne et je sens qu'il y a une espèce d'enthousiasme, de dynamisme, de ferveur militante, et ça fait chaud au cœur. Donc ils portent nos couleurs, les couleurs du Front populaire, vraiment de façon forte. C'est vrai que cette unité, je crois qu'on en avait besoin. La famille de gauche, les débats, c'est jamais simple. C'est une famille de grande gueule, quoi. Chaque fois, chaque formation est convaincue d'avoir la vérité. C'est comme ça, quoi. Et effectivement, on est toujours en train de se chamailler, se disputer, des fois s'invectiver, des fois se déchirer, mais en se faisant très mal. Mais au fond, on partage toujours le même amour pour les valeurs de justice, d'égalité et de liberté. Et lorsque ces valeurs sont menacées, comme aujourd'hui, eh bien, on a cette intelligence, cette force de se retrouver et de se rassembler. Parce que là, je vous le dis, c'est vrai que là, l'heure est vraiment, on est dans un moment historique vraiment grave, quoi. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et je voudrais citer Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui disait que cette l'extrême droite, c'est pas une formation politique normale. Lorsqu'elle prend le pouvoir par la voie électorale, elle refuse de le rendre. Et pour le conserver, elle n'hésitera pas à recourir à la force, à créer des putschs, des coups d'État. Et c'est ce qui s'est passé, vous savez, au Brésil, lorsqu'ils ont bloqué les axes routiers sur l'appel de Bolsonaro. Il y a eu vraiment des blessés, ils n'ont pas réussi, parce que, heureusement. Aux États-Unis, l'appel de Trump pour l'assaut du Capitole, ça a sidéré les Américains. Et là, on est vraiment dans une période fasciste. Et c'est pour ça que je crois que c'est face à ce péril fasciste. Alors, j'ai fait un essai de conclusion, mais je n'arrive pas à me le foutre de la tête. Voilà, tiens. Donc, je pense qu'effectivement, au travers de Noé, au travers de Rebecca, on fait appel à toutes les femmes, les hommes qui appartiennent à toutes les organisations syndicales progressistes, les formations politiques, les associations, parce qu'il est extrêmement important d'arrêter, de stopper ce Front National et de voter, bien sûr, pour un programme qui éloignera la peur du lendemain. Vive le Front populaire! Merci beaucoup, Paul.
Christophe. Bonjour, faut pas parler trop fort. Alors donc je m'appelle Christophe de Gruel. Noé m'avait d'abord invité comme président de l'agglomération de Blois, mais j'expliquerai tout à l'heure le propos. Mais je vais aussi parler évidemment comme militant socialiste, puisque nous sommes là pour le nouveau Front populaire. Alors, le camarade communiste, voilà, a rappelé les disputes, les discussions, mais les combats communs de la gauche. Mitterrand disait bien que l'union était un combat, mais aujourd'hui, le combat, c'est contre l'extrême droite et contre ce que j'appelle, et je vais expliquer mon propos, l'extrême centre et M. Macron. On est là pour soutenir Noé et Rebecca. On est là pour montrer l'unité de la gauche, l'unité dans sa diversité. Et j'allais dire, quand je vois comment la droite, l'extrême droite, Macron et ses alliés, le patronat, une partie de la presse nous attaquent, ça me donne encore plus envie de soutenir tous les candidats du nouveau Front populaire. C'est très très important que nous soyons mobilisés et unis. Alors, contre l'extrême droite, moi, c'est une histoire familiale que j'ai envie de mettre en avant. Ma famille, elle est originaire du Limousin et elle est originaire notamment d'Oradour. Le 10 juin, chaque année, on commémore le massacre d'Oradour. 2 membres de ma famille y ont été tués par les nazis. Et je n'oublie pas que le Front National, en France, il a été créé par des anciens Waffen-SS. Je n'oublie pas que beaucoup de militants historiques du Front National étaient des collaborationnistes, des vichistes, des membres des milices, et cette histoire, on ne doit jamais l'oublier. Elle est, j'allais dire, consubstantielle à cette tradition d'extrême droite. Alors aujourd'hui, il y a effectivement des gens, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils râlent, qui ont voté RN, qui vont continuer à voter RN, mais notre responsabilité, à nous, militants, sympathisants, c'est de rappeler cette histoire et de dénoncer le totalitarisme, la démagogie, la violence de ce mouvement politique. Donc voilà, ça me paraissait très important de rappeler ça, de le dire partout. Non, le vote RN, c'est pas un vote quelconque, c'est pas un vote de ras-le-bol, ça peut l'être, mais c'est avant tout un vote dangereux pour la démocratie. Voilà, ça, il faut être très très clair là-dessus. Mais je veux aussi parler de Macron. Alors, Macron, c'est un danger pour la République. Alors un danger différent du Rassemblement national, mais un danger. Depuis le début, alors moi je suis socialiste, hein, voilà, je l'ai dit, en 2017, un certain nombre de mes camarades se posaient des questions, tiens, c'est peut-être un néo-rocardien, etc. Certains l'ont soutenu, plus ou moins. Mais on a très vite vu, dès le début, que c'était un danger et un hypocrite. Un danger et un hypocrite, parce qu'en réalité, il y a 2 livres très intéressants qui ont été publiés dès 2019 qui montraient comment ce personnage allait amener la République dans le mur. Le premier livre très intéressant a été écrit, alors c'est le paradoxe, par un nouveau militant du Front National, vous le voyez peut-être sur les plateaux télé, il s'appelle Jérôme Sainte-Marie, c'est le directeur de l'école de formation du Rassemblement national, mais il a écrit un livre 2018-2019 qui s'appelait « Bloc élitaire contre bloc populiste ». Et il expliquait très très bien comment Macron était en train de mettre en place une politique diabolique où il essaierait d'éliminer tout le monde pour apparaître le sauveur contre le Rassemblement national. Et bien c'est ce qui s'est passé, mais il a été dépassé par son succès. Et puis le deuxième livre très intéressant, qui a été écrit par un professeur d'histoire à la Sorbonne, Pierre Cernat, qui habite à Orléans, ça s'appelle « L'extrême centre ». Et c'est très intéressant ce concept, parce qu'aujourd'hui on en prend plein la gueule, hein, voilà, l'extrême gauche, l'extrême droite, et eux ils seraient les purs, ils seraient les défenseurs de la République. Mais cet historien, il montre bien que l'extrême centre, ça veut dire quelque chose. Et pour caractériser l'extrême centre, et lui aussi il fait une analyse historique depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, il prend en compte 3 éléments. Premier élément, il dit, pour caractériser l'extrême centre, d'abord, il y a ce qu'on appelle les girouettes, le girouettisme. Et dans cette circonscription, en matière de girouettes, il y a un candidat, il est maillot jaune, hein. Les girouettes, les opportunistes, les arrivistes, les carriéristes. Et ce qui
qui caractérise l'extrême centre, et chez Macron c'est vraiment ça, c'est d'abord les girouettes. Le deuxième élément qui caractérise l'extrême centre, c'est le rapport au pouvoir. Un rapport qui privilégie l'exécutif contre le législatif. Alors là, on a un exemple flagrant, c'est même pas la peine que je développe. Et puis, un pouvoir très autoritaire, et vous avez vu comment Macron réagit, il a toujours raison, les autres, ils ont qu'à se taire. Et le troisième élément qui caractérise l'extrême centre, et je regrette que cette expression, elle n'est pas davantage percutée, qu'on ne l'entende pas davantage, parce que l'extrême centre, c'est une réalité dangereuse. Et le troisième élément qui caractérise l'extrême centre, c'est un discours qui se veut être celui du bon sens, un discours modéré. Et vous savez, quand il y a eu le débat autour des retraites, si vous avez regardé attentivement ce que disait Macron, son gouvernement et ses soutiens, c'est pas que les gens qui étaient opposés aux retraites étaient contre, c'est qu'ils n'avaient pas compris. Eh oui, on était bêtes, parce qu'on n'a pas fait de belles études comme eux. Et donc voilà, le bon sens, c'est d'écouter M. Macron. C'est de dire, mais non, allez, soyez sages, écoutez les leçons, vous avez tort. Et donc quand on met bout à bout le girouettisme, le bon sens et puis le pouvoir autoritaire, eh ben on a une très belle définition de ce que M. Macron nous a expliqué depuis 2017. Et il est dangereux. Je ne veux pas dire que je lis dans les boules de cristal, mais je n'arrêtais pas de dire à mes amis, bon, les choix économiques de Macron, c'est pas terrible, ça ressemble à Giscard, hein, pour parler vite. Mais je leur disais, moi, ce qui me fait peur, c'est que ce type, il n'aime pas la démocratie, il ne connaît pas les Français et il veut nous imposer sa vision des choses. Et cette dissolution totalement hallucinante qui a laissé le pays sidéré, eh bien, voilà, c'est une illustration de plus de son danger. Donc, retenez bien cette expression d'extrême centre. Malheureusement, c'est trop tard pour l'imposer dans le débat, mais lui, c'est bien un extrémiste du danger. Voilà ce que je voulais vous raconter sur l'aspect plus politique des choses. Et puis, je vais terminer aussi par une petite anecdote locale qui me renvoie à mon engagement politique à Blois. Quand, avec Marc Gricourt, en 2008, nous sommes partis à la reconquête de la ville et de l'agglomération, le jour où on a annoncé notre candidature à la presse, on a été voir la presse en tandem. Et le tandem, c'était le symbole des nouvelles mobilités. Il fallait adapter la ville aux nouvelles manières de se déplacer, mais c'était évidemment avant tout le symbole du Front populaire. Vive le Front populaire! Bonsoir à tous. Alors, beaucoup ne me connaissent pas parce que c'est une partie de la circonscription où je vais peu, parce que j'habite Vendôme. On a une circonscription qui est très large et je trouve que du coup, le binôme avec Noé est juste judicieux parce que dans le nord de la circonscription, je connais beaucoup plus et Noé est beaucoup plus implanté sur le sud de la circo. Je suis une maman vendômoise de 2 adolescents. Je travaille à France Travail. Je suis salariée France Travail, mais détachée militante maintenant, parce que je ne retrouve plus mes valeurs dans un service public comme France Travail, qui n'est plus un service public. Ils ont détruit le service public. Je n'arrive plus à accompagner les gens comme je le veux, avec les valeurs que je défends. Donc j'ai décidé de me détacher et de me consacrer au militantisme et à l'accompagnement des salariés au quotidien, c'est-à-dire dans leurs problématiques. Je les accompagne en tant que conseillère du salarié et puis au prud'homme. Je suis défenseuse prud'homale. Aujourd'hui, moi, le cœur de ma candidature et du soutien que j'ai pour Noé, je suis très fière d'accompagner Noé dans cette campagne. Je l'ai déjà soutenu en 2022 en tant que militante. Et je dois dire qu'on est aujourd'hui un échantillon de cette société. Il est temps que l'Assemblée nationale, que les députés soient des gens du peuple. Il est temps qu'aujourd'hui, il y ait des étudiants. Parce que pour refuser de voter le repas à 1 euro, il ne doit pas y avoir un étudiant. Il ne doit pas y avoir de parents qui ont des enfants avec des difficultés financières. On ne peut pas sciemment refuser ce genre d'aide à un étudiant si on n'est pas hors sol. C'est juste impossible. Aujourd'hui, moi, je suis salariée à temps partiel thérapeutique suite à des événements de santé. Seule avec 2 enfants, je suis aujourd'hui la salariée dans la galère.
On est le 20 du mois, c'est très compliqué d'aller jusqu'à la paye. C'est impossible en fait d'aller jusqu'à la paye. Et aujourd'hui, il faut que le peuple aille à l'Assemblée. Il faut que nous allions à l'Assemblée. Il faut que nous décidions, que nous votions des lois qui sont dans l'intérêt du peuple, dans notre intérêt. Parce qu'eux, ils votent des lois pour les riches, qu'on se le dise. Ils votent des lois. Macron, alors là, effectivement, président des riches, on ne peut pas faire mieux. Le RN, c'est pareil. Le Rassemblement national, c'est pareil. Mes copains les riches, je vais tout faire pour eux et les citoyens et le peuple qui galèrent. Nous qui allons au travail pour créer des richesses. N'oublions pas, nous créons les richesses, nous leur fournissons le travail. Hein, d'accord ? Donc il est hyper important aujourd'hui qu'on prenne conscience, qu'on a la possibilité de changer tout ça. Il faut renverser la vapeur. Ça suffit d'être ceux qui subissent. Il faut vraiment qu'on prenne les choses en main et qu'on se dise, voilà, je suis salarié, je veux vivre dignement de mon travail. Je veux vivre de mon travail et pas survivre. Il faut absolument qu'il y ait des augmentations de salaire. Il faut absolument que nous préservions notre sécurité sociale. Parce que le RN, quand il fait de belles promesses sur les augmentations de salaire, c'est ni plus ni moins un vase communicant pour augmenter le net salarial et enlever les sécurités. Plus de sécurité sociale. Si vous n'avez plus de sécurité sociale, vous allez chez le médecin, vous payez votre consultation entièrement ? C'est le moindre mal. À la pharmacie, c'est moindre mal. Vous vous faites opérer. Est-ce que vous vous rendez compte, les factures, on est sur du 5 000, sur du 10 000, sur des grosses factures. Si on passe sur l'assurance personnelle, sur de l'assurance privée, on va tous crever, clairement. On ne pourra plus se soigner. Donc là, il est hors de question que le Rassemblement national fasse sauter le salaire socialisé. Il faut absolument que nous protégions notre sécurité sociale. Il faut absolument que nous gardions notre pouvoir d'achat, qu'on augmente les salaires. C'est ce que je disais, ils sont peu, ils sont très riches. Nous sommes beaucoup et nous n'avons pas assez d'argent. Alors c'est à nous de nous mobiliser. Si on se mobilise tous, ça a été pris, repris, mal pris, j'en sais rien, mais on peut les bouffer. Voilà. Arrêtons d'être les petits poissons qui continuent à se faire bouffer par les requins. On va faire un gros poisson et on va les avoir. Si on arrive à aller à l'Assemblée nationale, nous en tant que citoyens, on a la possibilité de retourner toutes ces situations. Il faut, quand vous allez vers les gens, quand vous communiquez autour de vous, ce n'est pas contre le RN. Bien sûr que je suis contre le RN à 2000%. Mais il y a aujourd'hui un front populaire qui a été créé et qui voulait être créé depuis tellement longtemps. En fait, Macron, il nous a donné cette opportunité. J'ai envie de lui dire merci. On va aujourd'hui, on a créé le Front populaire et il y a un programme de fond avec des vraies problématiques de vrais gens. D'accord ? Et ce sont des propositions, ce sont des points qui sont validés par des économistes. Chaque point du programme est en face validé par des économistes. C'est possible. Alors effectivement, si vous allumez votre télé, alors là, ils vont vous dire « mais non, c'est pas possible ». Ils rêvent. Et ils vont faire comment ? Ils vont financer comment ? Ils sont dangereux. Ce sont des terroristes. Ben oui, des terroristes qui créent la faim. Éco-terroristes, toi. Et puis des antisémites, hein, parce qu'on veut aider tout le monde en plus. Hein, donc non, il y en a pour tout le monde. D'accord ? Il y en a pour tout le monde. Dès lors où on commence à parler de 10 milliards. Nous, on ne sait même pas ce que c'est. Moi, ma paye a fait 1004 ans. Donc autant vous dire que 10 milliards, je ne sais pas. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'il y en a qui se gavent et qui se surgavent. Donc à un moment, remettons en place la taxe sur les super profits. Parce que qu'ils fassent des profits, tant mieux. Mais des super profits, non. À un moment donné, stop. Il faut que ça redescende. Le travail, c'est nous qui le fournissons. Pour les retraités, ils l'ont fourni suffisamment, ça suffit. Et suffisamment tôt. Donc à un moment donné, c'est 60 ans, c'est pas 64. Mon oncle est décédé bien avant de pouvoir l'avoir sa retraite. Beaucoup de gens autour de vous, j'imagine, sont décédés avant de l'avoir la retraite. Moi, je me demande si un jour je l'aurai la retraite. Et est-ce que j'ai envie de travailler jusqu'à la fin de mes jours ? Non. Il y a un moment donné, ça suffit. Donc, il est grand temps aujourd'hui qu'on prenne tout ça en conséquence et qu'on se dise, oui, on peut le faire. On peut le faire. Je vous assure que si vraiment on s'y met tous, qu'on discute autour de soi, et vraiment sur le fond, parce que eux, c'est des guéguerres. Quand on allume la télé, c'est « Ah oui, mais un tel, il tape sur la tête d'un tel », on s'en fiche. Le fond,
Le fond du problème, c'est qu'on n'a plus rien à bouffer. C'est l'inflation, c'est les grandes distributions qui se gavent. Et nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc maintenant, on va redistribuer un peu tout ce qu'il y a là-haut. Coluche qui disait qu'est-ce qu'ils ont ceux en bas, ils sont en train de crever de faim. Ouais, il faudrait peut-être leur en laisser un peu. Et ça, c'est 85. Donc à un moment donné, c'est mon année de naissance. mais voilà, et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. J'ai grandi dans ça, où ça devient de plus en plus dur. Je suis mère célibataire depuis 10 ans, j'ai jamais autant galéré. Je n'ai jamais autant galéré et il faut que ça se termine. On a quelque chose qui tient la route. Le Front populaire, ils ont réussi à s'entendre. Ils ont réussi à créer un programme qui tient la route. Et ça, il faut vraiment tenir ce discours-là quand ils nous disent qu'on va mettre le pays à mal, que c'est pas possible. Non, on va juste leur piquer leur pognon, leur surpognon, leur surpognon. Parce que quand on a un Bernard Arnault qui gagnent des sommes mais indécentes. Alors moi, je ne remets pas en cause le fait qu'ils aient travaillé, le fait que peut-être, bon après... mais aujourd'hui, on est sur de l'indécence. Ce monsieur, s'il percevait 8 000 € par jour depuis 1789, une date qui parle, si depuis 1789, tous les jours, il percevait 8 000 €, cela ne représenterait que 1% de sa richesse aujourd'hui. Vous voyez, quand je vous parle de 10 milliards, on ne se rend pas compte. Là, ça commence à causer. C'est-à-dire que ça ne représente que 1%. D'accord ? Et on ne parle pas de Bolloré, et on ne parle pas du CAC 40. Et en plus, donc là, il faut vraiment que les richesses, elles soient redistribuées. On ne peut pas se gaver d'un côté et crever de faim de l'autre. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on sauve la France, il faut qu'on se sauve. On a les moyens de le faire grâce au Front populaire. Eh bien, merci aux intervenants et aux intervenantes. Je vais donc reprendre la parole, vous dire quand même que ces élections législatives, elles sont historiques. Sincèrement, elles sont historiques. À chaque élection, on dit c'est une élection historique, mais je pense qu'on est tous en mesure ici de se rendre compte à quel point, en effet, là, cette fois-ci, c'est vraiment historique, puisque le Rassemblement national peut avoir, dès le 8 juillet, une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est-à-dire que demain, on peut avoir un Premier ministre d'extrême droite, on peut avoir un ministre de l'économie d'extrême droite, on peut avoir un ministre de l'éducation nationale d'extrême droite. Enfin, rendez-vous compte de ce que ça voudrait dire quand aujourd'hui on voit leur incompétence. Parce que c'est ça justement que je veux dénoncer. On est beaucoup à faire revenir sur les origines du Rassemblement national. Et je vais d'ailleurs faire un point sur ça. Il faut savoir que toute cette stratégie de dédiabolisation, elle ne naît pas de Jordan Bardella, elle ne naît pas de Marine Le Pen. Elle date dès les années 70, où tous les mouvements d'extrême droite, royalistes et puis anarchistes d'extrême droite ont eu comme idée d'une union des nationalistes sous l'égide d'une personne plus modérée qui passerait mieux dans les médias. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui a été choisi et qui petit à petit a fait son ascension. Et très vite, les thématiques raciales, antisémites ont été remplacées par des thématiques sociales qui ont parlé à plus de gens. Et très vite, c'est devenu 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs, 5 millions d'immigrés en trop en France. Et petit à petit, cette stratégie a marché, puisque aujourd'hui, le Rassemblement national, dans ces élections, se présente comme le parti du peuple, le parti de la justice sociale, et celui qui va répondre aux urgences économiques et sociales. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument dénoncer, presque encore plus au-delà que les fondements racistes et antisémites du Rassemblement national, c'est que ce sont profondément des incompétents. Ils n'ont absolument aucun programme demain pour gouverner notre pays. C'est ça qui est extrêmement inquiétant, parce qu'ils sont très 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 forts pour reprendre toutes nos idées, l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires, alors que quand ils sont élus au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, ils votent contre. Et qu'aujourd'hui, dans leur programme, d'ailleurs, programme, on attend de le recevoir, le programme, en tout cas sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils avancent, mais ils n'avancent aucun moyen de le financer. Nous, alors que les médias nous tapent dessus en permanence, et ça s'explique par quelque chose de très simple, 90% des médias appartiennent à des milliardaires réactionnaires et conservateurs. Bolloré, Bouygues, Drahi, etc.
Tous les médias mainstream sur lesquels les Français sont branchés en permanence, ce sont des médias qui volontairement décrédibilisent la gauche et mettent en avant des thématiques de l'extrême droite et normalisent et rendent sympathiques des personnalités comme Jordan Bardella en faisant des petites blagounettes, en les accueillant avec un grand sourire. Et surtout, le plus grave, c'est de ne jamais faire la différence entre un fait et une opinion. Le dérèglement climatique, c'est un fait, incontestable. Ensuite, le fait qu'il y ait une invasion migratoire en France qui va prendre nos emplois, c'est absolument pas un fait, c'est une opinion. Et une opinion, c'est complètement contestable. Un fait scientifique, à moins que tu aies un diplôme très précis sur le sujet, non, tu te tais, le réchauffement climatique est là. Et par contre, ce dont on peut discuter, c'est les solutions. Il n'y a pas de souci. Quand on a dans les médias un Jordan Bardella qui vient, qui se présente et qui annonce des choses, mais complètement fausses, et qu'il n'y a aucun journaliste qui est capable en face de le mettre face à ses contradictions, et que quelconque personne de gauche arrive sur un débat télé pour dire « Ah oui, mais alors le Premier ministre Mélenchon ou Hollande ?» Là, c'est là qu'on voit clairement qu'il n'y a pas le même traitement médiatique pour les personnalités d'extrême droite et de gauche. Ce que je voulais dire ensuite, c'est que notre programme, il est beaucoup critiqué par les médias en ce moment sur son prix. Alors moi, j'ai entendu Valérie Rabault, qui était l'ancienne rapportrice de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, qui a chiffré le programme du nouveau Front populaire. 106 milliards en 3 ans. Alors, franchement, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, je m'attendais à plus, sincèrement. » 106 milliards en 3 ans, je tiens à rappeler quelque chose de très simple pour qu'on se rende compte des ordres de grandeur. Le montant de la fraude fiscale en France chaque année, c'est entre 80 et 100 milliards. C'est-à-dire que juste en appliquant la loi, on finance largement le programme du nouveau Front populaire. Donc ça ne sert même pas en fait d'aller dire « Ah, on va le faire hein, bien sûr, hein, mais d'aller dire on va rajouter les super profits, l'ISF, etc. » Simplement en appliquant les lois existantes et en contrôlant plus les grandes fortunes et le CAC 40, eh bien on finance la sécurité sociale, les retraites, la hausse des salaires, le SMIC, la transition écologique, le retour massif des services publics dans nos territoires, les écoles, les hôpitaux, la sûreté aussi, la police de proximité. Et donc c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce programme du nouveau Front populaire, contrairement à celui du Rassemblement national, est faisable parce qu'il est finançable. Et il y a beaucoup d'économistes qui nous soutiennent, Thomas Piketty, Julia Cagé, Michael Zemmour, et j'en passe, qui, sur les plateaux télé, évidemment sur des chaînes que personne ne regarde, Arte et compagnie, à 3h du matin, vient dire « Mais si, moi j'ai chiffré, j'ai calculé, tata, ça rapporte ça, ça rapporte ça. » Et évidemment, c'est jamais relayé dans les médias à l'heure de grande écoute. Et donc aujourd'hui, nous sommes en responsabilité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, il y a des désaccords à gauche, mais qui sont franchement largement extrapolés par des personnalités qui défendent des intérêts personnels ou bien par les médias, parce que dans les faits, dans la plupart des institutions, et je pense notamment au Parlement européen, 80% des votes en commun. C'est-à-dire que si déjà on arrive à se mettre d'accord et à faire passer 80% de nos idées, mais imaginez comment la France aura changé demain, en fait. Et en 3 ans, on n'aura clairement pas le temps déjà d'appliquer les 80%, donc on a largement le temps de gouverner ensemble avant de s'engueuler sur d'autres sujets. Et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. De toute façon, on n'a pas le choix. L'extrême droite est là. C'est hors de question de reconfier encore les clés de Matignon à un macroniste. Et c'est évidemment hors de question de les donner au Rassemblement national. Et donc, moi, je félicite les socialistes, les communistes, les insoumis, les écologistes et puis les plus petites formations politiques, les syndicats comme la CGT, toutes les personnalités publiques, sportifs, influenceurs du web qui se sont tous prononcés soit en appelant à faire barrage au Front national, soit directement en appelant à voter pour le nouveau Front populaire. Et ça, c'est historique aussi des personnes qui sont sorties de beaucoup de silence ou de neutralité, qui là ont rappelé, là on dépasse clairement la question partisane, là on est sur de la survie en fait. Donc on n'a pas le choix. Notre programme, vous l'avez peut-être reçu, vu sur les réseaux sociaux, dans les boîtes aux lettres. On vous a fait un papier avec les principales lignes. Et puis très vite vont arriver dans les boîtes aux lettres un petit livret avec nos présentations de Rebecca, de moi, des points sur le programme, comment est-ce qu'on va remettre de l'argent dans les écoles, comment est-ce qu'on va faire également pour protéger les droits des travailleurs et des travailleuses, notamment en passant en 32 heures, merci, en passant aux 32 heures dès maintenant, si tu peux baisser un tout petit peu, dans les métiers pénibles et de nuit, d'engager également la hausse du SMIC, la hausse des salaires, et puis il y a plein de petites mesures qui ne sont pas médiatisées du tout, mais qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, dans les appels d'offres, d'avoir des quotas réservés aux TPE-PME et d'avoir aussi une dimension locale.
Ça, c'est extrêmement important parce qu'on va reconstruire des tissus d'artisans et d'industrie dans les territoires. Et ça, c'est très important. Ça évitera d'avoir évidemment des grandes multinationales qui, à chaque fois, vont se gaver avec de l'argent public en plus de ça. Il y a également la transition écologique, et vous le savez, pour ceux qui me connaissent, mon combat ici à Mer pour l'écologie, qui est primordial. Je suis allé ce matin dans le nord de la circonscription, parce que cette nuit, il y a eu des violentes intempéries. Je vous le dis par le pur hasard, ce matin, je me réveille, on était en train de finir notre document, puis je vois sur mes messages privés sur Twitter, un monsieur qui m'envoie une vidéo, il a de l'eau jusque-là, il est dans son jardin, il me dit « Mes enfants sont à l'étage, mon rez-de-chaussée est inondé, on n'a aucune nouvelle de la préfecture, du maire, etc. etc. » Il me dit venez, et je lui dis bah oui mais moi je suis pas élu, pas encore, je peux rien faire. Et il me fait au moins venez constater. Et j'ai fait oui j'arrive. Et puis avec Alexandra, ma directrice de campagne qui n'est pas là ce soir mais que je remercie, on a filé directement et en effet c'était édifiant. Je vous inviterai à regarder sur les réseaux sociaux pour ceux qui les ont et peut-être dans la presse, dans la NR demain, je ne sais pas s'il y a une couverture médiatique mais j'espère. En effet c'est dramatique. On est arrivé, les routes étaient inondées. Vous aviez, là on est un petit peu plus dans... On s'éloigne un peu des coteaux de la vallée du Loir, mais quand même on est sur des champs beaucoup en pente. Et quand on passait à côté des champs, il y avait un flux constant d'eau avec un débit impressionnant qui passait sur les champs. Les cultures ravagées. On avait des camions dans le fossé dont les cagettes avec les productions à l'intérieur étaient renversées de partout. Et je suis arrivé, hasard des choses, je tombe directement sur le maire avec sa camionnette bloquée dans l'eau et il avait de l'eau jusque-là. Donc là, la commune va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Évidemment, ça va être de l'argent. Mais sauf qu'en fait, ça suffit de guérir. Parce que c'est toujours ça avec l'écologie. C'est une fois qu'il est trop tard, une fois qu'on n'a plus le choix, une fois qu'on est en face au mur, on va trouver de l'argent, on va discuter avec les assurances. En fait, il faut changer le système, on n'a pas le choix. C'est plus une question d'opinion politique. Si on veut survivre, si on veut éviter un réchauffement climatique avec une société à plus 4 degrés, et je le rappelle, plus 4 degrés, c'est pas on passe de 30 à 34. Plus 4 degrés, c'est global. Ça veut dire qu'on a des canicules, on dépasse largement les 40 degrés en France, avec des régions où on ne peut plus sortir dehors. C'est ce qui se passe actuellement en Europe de l'Est et c'est ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Parce que nous, en France, et ça, je trouve ça insupportable, on a de la pluie depuis des semaines et je vois partout sur les réseaux sociaux les gens dire « il n'y a plus de changement climatique, il pleut ». Le changement climatique, ce n'est pas uniquement la hausse des températures, c'est l'intensification des aléas climatiques et hydroclimatiques, c'est-à-dire les grêles, les inondations, etc., etc. Donc les phénomènes comme on a aujourd'hui, ils sont naturels, c'est des catastrophes naturelles, bien sûr, mais qui sont largement intensifiées par le changement climatique dans leur intensité, dans leur fréquence et dans leur durée. Et aujourd'hui, c'est pas la gauche qui menace le système, c'est pas la gauche qui menace les banques, les bourses, les assurances, c'est le changement climatique. Parce que comment on va faire pour rembourser tous les dégâts qui vont être causés par ces phénomènes-là ? C'est impossible. L'écologie ne sera jamais aussi chère que le prix de l'inaction. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en place dès qu'on arrive demain au pouvoir avec le nouveau Front populaire, c'est de répondre à la crise économique et sociale avec l'augmentation des salaires, en allant redistribuer les richesses pour taxer les plus riches et alléger les impôts sur les ménages les moins riches. Et ça va être également d'aller avec une vraie loi climat et biodiversité, tendre réellement vers la neutralité carbone, parce que je l'ai vu, Christophe Marion, notre député macroniste, se vanter de bilan écologique de la République en marche. Mais là, ça montre à quel point il y a une déconnexion et un déni total en disant on a fait baisser les émissions de CO2 de 7%. Quand vous écoutez les scientifiques, ils vous disent cette baisse, on peut à peu près 1% l'assimiler à la politique gouvernementale. Le reste, c'est l'inflation et le fait que les gens se chauffent moins, se déplacent moins et qu'avec la hausse du prix des carburants, ils se tournent vers d'autres mobilités ou ne se déplacent plus. Donc en fait, aujourd'hui, c'est la précarité qui fait baisser finalement les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pas ça, nous, qu'on propose quand on est écologiste et quand on est au nouveau Front populaire. Ce qu'on propose, nous, c'est de préparer la transition écologique pour que le changement ne soit pas subi, mais soit préparé, accompagné et désirable pour les gens. Et c'est pour ça qu'il y a une assimilation qui est indiscutable et qui devrait être au cœur de l'action gouvernementale du gouvernement du nouveau Front populaire. C'est l'urgence écologique et sociale. Aujourd'hui, après les inondations, j'étais avec des agriculteurs à Azé qui font du lait bio et
on est plusieurs ici peut-être à être allés voir avec nos AMAP, nos associations ou pour les élus, à aller voir des agriculteurs bio, et alors là pour le coup des éleveurs bio, pardon. À chaque fois c'est la même sensation qui me prend dans les tripes, c'est ils ont des solutions. On a les solutions, ils vous montrent que tout est possible, qu'il y a des complications, c'est pas magique, hein, c'est pas parce qu'on fait de l'agriculture bio que ça y est, on a sauvé le monde. Mais ils nous montrent quelles sont concrètement les solutions, et tu ressors de là et t'entends à la télé, oui, en fait, les normes environnementales, à cause de ça, tous les agriculteurs crèvent, etc. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Et demain, il va falloir qu'on ait en effet une grande loi de transformation de l'agriculture pour relocaliser la production, pour avoir une agriculture nourricière et pas de l'agro-business pour aller vendre du blé à l'autre bout du monde, mais nourricière pour pouvoir manger dans nos cantines. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une proposition de loi pour garantir des débouchés aux tous les produits bio dans les restaurations collectives. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est un premier pas vers la sécurité sociale de l'alimentation, qui n'est pas dans le programme du Nouveau Front Populaire, mais qui est défendu par beaucoup d'entre nous et qui sera forcément amené au fil des années. Et cette transformation de l'agriculture, elle ne peut pas se faire si elle est prise en haut, à Bruxelles ou à Paris, en disant, en effet, on va mettre des quotas, des pourcentages, des trucs, des machins. Toutes les transitions, pour ne pas qu'elles soient subies, elles doivent se faire avec les gens. Demain, quand on va arriver, vous vous doutez bien que les 2 dernières centrales à charbon qui restent en France, il va falloir les fermer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est à Paris dans un bureau et on fait les 200 salariés là, ça dégage ? Ou est-ce qu'on prépare avec les syndicats, les acteurs sociaux et puis les représentants des entreprises cette transition pour que cette transition, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, elle ne soit pas subie ? Donc, c'est pour ça que le Nouveau Front Populaire est indispensable, parce que la technocratie qui est présentée par Emmanuel Macron ne peut que présenter des solutions qui sont subies par les gens. Et puis le Rassemblement national est à des années-lumière de ça, puisque je ne suis même pas, sincèrement, je ne suis même pas sûr qu'ils soient conscients de ce dont on parle ce soir avec les questions climatiques. Pour eux, l'écologie, c'est un truc de bobo urbain déconnecté, alors qu'en fait, c'est une réalité que subissent beaucoup de gens, et particulièrement dans la ruralité. Et c'est pour ça que on m'avait dit, je me rappelle, et puis je vais ensuite laisser la parole, Olivier Bénard, qui est notre conseiller municipal du Rassemblement national, qui m'avait dit il y a 2 ans, quand je partais aux élections, le petit minet de la NUPES, là, dans cette circonscription-là rurale, c'est l'envoyer au casse-pipe. Et puis il était venu me voir à la commémoration de je ne sais plus quelle commémoration il y a quelques années, en me tapant sur l'épaule, en me serrant la main de façon forcée comme il sait très bien faire, en disant je m'excuse, la dernière fois quand je t'avais dit envoyer au casse-pipe 20%, c'est un très bon score, félicitations, etc., etc. Et je lui ai dit mais vous savez, monsieur Bénard, l'écologie, c'est pas quelque chose, comme je l'ai dit, des bobos déconnectés. L'écologie, elle doit se faire dans la ruralité en priorité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'industries en France parce qu'on a tout délocalisé. D'ailleurs, il va falloir relocaliser la production et je n'ai pas le temps de développer sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on produit en France ? Les denrées alimentaires et l'agriculture. Donc si on veut transformer nos manières de produire et de consommer, ça doit commencer par l'agriculture. Et donc c'est une des premières choses que j'aimerais faire, et c'est ce que je disais tout à l'heure aux agriculteurs et aux éleveurs, une des premières choses que j'aimerais faire si j'étais élu député, c'est de travailler sur les questions agricoles pour voir comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs dans la transition écologique. Et ça, pour ça, on va avoir besoin de vous. Et c'est maintenant que je passe à la question de la mobilisation. On a quasiment 200 personnes qui sont actuellement en train de faire campagne de façon différente. Alors on a plein de gens de toute la circonscription, des Vendômois, des Mérois, des gens de Montdoubleau, de Montoire, de Vezin, etc., etc. On a même des gens hors de la circonscription qui viennent parce qu'ils sont graphistes, parce qu'ils font du son, des trucs, des machins, et qui nous disent on veut vous aider parce que cette circo-là, on y croit. Et donc, il y a plus de 200 personnes qui font campagne. Il y a 10 groupes d'action dont la plupart sont quasiment autonomes. Et moi, toute la journée, ça m'arrive à des petits moments, je me dis, mais attendez, on n'a pas de nouvelles, là, j'ai pas un message, je dis qu'il se passe quoi, on est en train de rater notre campagne. Et le soir, je rentre, bim, 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 bim. Des messages, ça a collé partout dans toute la circonscription. Il y a plein d'endroits, c'est des choses très bêtes, hein, mais il y a des choses où on a collé en premier les affiches. Alors vous allez vous dire, mais on s'en fout là. Mais c'est quand même pour dire qu'on a un maillage de militants qui est très très puissant. Et on réunit très largement au-delà des partis politiques, parce que si je pense que je demande de lever la main ici aux gens qui sont encartés dans un parti politique, la majorité sont des citoyens et des citoyennes, avec une sensibilité bien sûr. Mais ce qui est génial avec ce Nouveau Front Populaire, c'est qu'on rassemble très largement dans les milieux associatifs, syndicaux, et puis bien sûr des citoyennes et des citoyens. Et donc actuellement, on a des boîtes aux lettres qui sont remplies de tracts, et puis ça c'est quelque chose qui peut être important. Vous savez, il y a un village, Lorges, dans notre circonscription, où on est arrivé premier aux dernières élections. Et on m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Lorges pour que tu arrives premier ? Eh bien, j'ai eu une réponse, c'est qu'on a une militante qui, pour la première fois, avait mis des tracts pour nous dans les boîtes aux lettres, alors que depuis des années, il n'y avait des tracts que pour le Rassemblement national. Donc, en fait, il y a déjà un problème d'information. Parce que nous, on ne paye pas des gens pour aller mettre les tracts dans les boîtes aux lettres. On n'a pas assez d'argent.
comme dirait Ruffin, ils ont l'argent, on a les gens. Et ben cette fois-ci, on a vraiment les gens et on est assez nombreux pour que dans toutes les boîtes aux lettres de la circonscription, il y ait au moins un tract, au moins ce premier, et dans l'espoir qu'il y ait aussi ensuite le livret plus complet. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Vous pouvez venir nous voir. On a ensuite des référents pour vous expliquer l'organisation de campagne. Ça se fait de façon dématérialisée, mais pas seulement, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques. Ça se fait en coup de fil, ça s'organise. On reçoit tout le matos à Vendôme et puis vous avez 10 référents dans chaque secteur qui stockent le matos chez eux. Et si vous voulez distribuer, ici, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Alors, je dis, dis merci aux gens dans la salle qui se sont déjà occupés de faire Avaray, Concrier, les Stews, etc. Mais on va avoir besoin d'aller à Seury, à Villemusard, à Concrier, partout dans la circonscription. En tout cas, dans ce canton du Merrois, on va avoir besoin de vous pour faire les boîtes aux lettres. Et je compte sur vous. Si certains et certaines sont motivés, venez nous voir à la fin de la réunion publique. Parce qu'on a besoin de vous toutes pour faire gagner le nouveau Front Populaire. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été si nombreux et nombreuses ce soir. Je vais inviter les élus locaux pour discuter autour de la table, si ceux-là sont d'accord. Donc j'invite évidemment Christophe, Jean. Est-ce que Daniel, tu veux venir nous rejoindre ? Tu veux dire quelque chose ? Eh ben, je t'en prie, excuse-moi. Eh ben, vas-y. Merci. Oui. Bon, bonsoir à tous. Alors, je n'ai pas l'éloquence des personnes précédentes. Je le fais avec mes petites qualités humaines. Mais je vais essayer de montrer quand même qu'il faut aider ce groupe qui vient de se réunir et on en attend beaucoup. Donc, je suis Danielle Guérin, je suis élue adjointe citoyenneté à la mairie de Mer. Je m'occupe des jardins municipaux, j'ai des liens étroits avec l'EHPAD. Je suis aussi chargée de la commission d'accessibilité aux personnes handicapées. On m'a donné un titre dont je ne vois pas concrètement beaucoup pour l'instant les effets, mais je suis au développement durable et j'ai pas mal d'actions vers les seniors. Je suis donc dans la commission Vivre Ensemble. Alors, élue avec un groupe qui se déclarait de gauche, il y a eu des variantes qui sont apparues entre nous. Et un des points les plus clivants, c'est certes celui de l'installation des entrepôts à Mer. Donc, je n'ai pas le niveau de parole des personnes précédentes qui nous emmènent dans notre histoire de France, qui nous emmènent vers des constats nationaux. Mais enfin, ça se rejoint quelque part. Donc, ces entrepôts sont décidés essentiellement par la CCBVL, à laquelle je ne participe pas, pour leur installation, leur décision d'implantation. Alors, face aux élus de mon groupe, qui majoritairement en attendent des ressources financières, des emplois, je développe des points de vue différents. Je vois le paysage de Mer abîmé, je vois les routes, elles aussi, abîmées par le trafic énorme que ça engendre et notre qualité de vie rendue moindre. Quand on va vers le nord, c'est moche, on n'a pas envie de regarder, on a envie de passer le plus vite possible. L'immobilier perd de sa valeur et quant aux emplois, c'est un argument souvent des élus, eh bien, quels sont-ils en termes de bien-être au travail et de salaire ? Sont-ils si nombreux, ces emplois ? Sont-ils pérennes ? J'ai demandé à visiter les entrepôts, mais ça n'a pas encore été accepté. Une fois, j'étais allée vers Schenker, vers le rond-point de l'autoroute, pour des problèmes de détritus laissés par les routiers. Et je me suis sentie toute petite à me déplacer dans ces zones, dans ces espaces. J'étais parmi un trafic important et je ne comprenais pas le sens de tout ça. C'est local. Au-delà de ce positionnement, que j'ai déjà déclaré publiquement, je souhaite une autre économie pour notre pays que celle de ce genre que ça induit. Et je souhaite une autre politique, sincèrement, pour l'emploi local, pour l'emploi national. Je soutiens Noé. Je vois en lui une force qui invite à la confiance, loin des comportements de certains autres candidats, qui révèlent tellement leur besoin de satisfaire leur ego
leur compte en banque, tellement loin du dévouement aux électeurs que nous sommes. Ceux de Macron, ceux de toute droite, je les rejette sincèrement, entièrement. Quant au Rassemblement national, moi j'en suis restée quand même au Front national finalement. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Je citerai la parole de ma fille qui avait alors 5 ans. Elle m'avait bien amusée. Front national, c'est bizarre maman. Normalement, derrière un front, il y a un cerveau. J'avais adoré. Et aujourd'hui, pour moi, le RN, c'est le niveau 0 de l'humain. Donc, je me rapproche sincèrement de Noé, de son équipe et de ce mouvement nouveau que j'aurais aimé plus précoce dans notre vie politique. Ouais. Merci beaucoup Daniel pour ce soutien et puis du coup Daniel et Jean seront, je ne les ai pas présentés ainsi mais finalement nous accueillent en tant qu'élus aussi ce soir et militants et je les en remercie. Sur un tout petit parallèle sur les plateformes logistiques dont tu as parlé, je voulais quand même, c'est pas un meeting d'abat le béton ce soir, hein, mais quand même présenter ce que c'est une plateforme logistique et je vais vous inviter, pour beaucoup d'entre vous qui m'entendent peut-être parler de ce sujet depuis maintenant 3 ans, de passer ce soir, avant de partir, par la zone industrielle de Mer pour constater par vous-même l'horreur contre laquelle on se bat à Mer. Je vais vous inviter vraiment à aller le faire et à aller voir. Et dites-vous qu'aujourd'hui, on a une 12aine d'entrepôts à Mer qui font à peu près voilà, les dimensions. En gros, on a une zone industrielle de 240 hectares. 70%, c'est uniquement de la logistique en matière de surface. En matière d'emploi, on ne sait pas. On ne veut pas nous communiquer de chiffres. Les élus qui sont opposés à ces projets-là ne sont pas invités à venir constater à venir voir dans les plateformes. Ils ne sont pas autorisés à avoir des données, des chiffres, etc. Quand même, ces bâtiments, il faut le dire, c'est des bâtiments qui font pour les plus petits 30 000 m², pour les plus grands 50 000, 60 000 m². Vous avez une 12aine d'entrepôts. À Mer, il est proche d'en construire 6 supplémentaires. On a des problématiques importantes avec une artificialisation en tout de 70 hectares de béton qui va être coulé sur la zone industrielle de Mer. De l'autre côté, 40 hectares. Je discutais tout à l'heure avec des éleveurs et des paysans qui nous disaient on a absolument perdu tout le cheptel en Loir-et-Cher en matière d'ovins, en matière de bœuf, en matière de vaches laitières, etc. Et je lui ai dit, si on est assez malin, si on gagne, nous on vous libère 44 hectares au sans planche pour aller y foutre des vaches. Et je lui ai dit, parce que c'est ça qu'on va vouloir faire aussi à Mer, c'est retrouver une agriculture nourricière paysanne et partout dans la circonscription et partout en France. Et simplement pour vous dire que voilà, à Mer, les plateformes comme vous allez avoir là-bas, il va y en avoir 6 supplémentaires qui vont être construites, dont 3 qui sont très problématiques puisque construites sur des terres agricoles et vierges de toute construction humaine, et puis une plus près des habitations, là qui cause plus des problèmes d'ordre de la qualité de vie. Voilà, je vous inviterai quand même à passer dans la zone, on ne va pas s'étaler parce que c'est pas un meeting d'abat le béton, mais quand même aller voir à quoi ça ressemble. Eh bien, je vais inviter du coup Jean, Christophe et puis Daniel, si tu le veux bien, pour parler un petit peu de comment des élus dans un territoire comme le nôtre, ça agit. On peut tous se mettre ici, il faudra juste rajouter une chaise. Comment est-ce qu'on agit pour la transition écologique, comment est-ce qu'on articule justement cette question du social, de la solidarité et de l'écologie, et notamment avec Christophe de Gruel qui va se présenter, mais puisqu'on est dans la même... on travaille ensemble sur le SCOT qui va vous présenter. Quand je dis présenter ensemble, c'est pas moi parce que je suis pas élu, mais on travaille ensemble en tant que communauté de communes Beauce-Val de Loire à laquelle la ville de Mer appartient, le Grand Chambord et puis l'agglomération de Blois dont il est le président. Hop, on va s'installer tranquillement. Eh bien, je vais laisser chacun se présenter, puis on va peut-être commencer par Jean qui n'a pas du coup encore parlé. Ça va marcher. C'est bon, c'est tout bon. Donc, je suis Jean Colly, je suis adjoint à l'urbanisme ici à la ville de Mer. Je me retrouve complètement dans les propos de ma chère collègue Daniel. C'était vraiment très, très, très bien, très juste ce que tu as dit, je m'y retrouve à 100%. Alors moi, j'avais de temps en temps, pour parler très familièrement, le cul entre deux chaises.
dans la mesure où, étant adjoint à l'urbanisme, là, bon, je fais une petite aparté de nouveau sur les entrepôts logistiques. Il me revient de présenter devant le conseil municipal les projets pour avis souvent pour le compte du maire, en fait, pour le compte du préfet, avis consultatif, hein. Et donc, je présente le dossier de la façon la plus neutre possible. Surtout, je suis un ancien inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement, donc je connais un petit peu ces domaines. Et puis ensuite, au moment du vote, je vote contre et j'explique pourquoi je vote contre, quoi. Donc, ce n'est pas toujours évident, ma position. Mais je ne la regrette pas, et bien au contraire, c'est vrai que c'est folie que de voir ces bâtiments, des dizaines d'hectares, des bâtiments, comme on le disait, de plus de 10 hectares, de 5, 10 hectares, c'est vraiment de la folie. Trop, c'est trop. Et puis, je rajouterais surtout, derrière, c'est aussi un mode de société. Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut, quoi ? Tous ces produits à 80% qui viennent d'Asie, chez nous, avec les conditions de travail, les conditions de transport, etc. Bon, voilà, on n'est pas à un meeting à balle-béton, effectivement. Sinon, au niveau social, au sens large du terme, de la vie ensemble, ici sur mer, on a un projet municipal là qui prend forme et dont je suis fier, dont nous sommes fiers, dont je crois l'équipe peut être fière, même si elle est critiquée par certains, curieusement. On a un très beau projet qui avance bien de bibliothèque ludothèque dans une ancienne école, hein, des bâtiments qui étaient pas à l'abandon, mais quasiment. Et donc là, les travaux sont en cours. Avenue Monory, hein, tout près d'ici, devrait être inauguré en 2025. Hein. Et ça, on en est fiers. C'est important. Je crois qu'on travaille aussi sur la culture, hein, à la portée de toutes et de tous. C'est extrêmement important. C'est encore un autre volet des choses. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. Alors, Donc, rebonsoir, hein, voilà, je monopolise le micro. Donc, je m'appelle Christophe de Gruel, je préside la communauté d'agglomération de Blois, mais je vous rappelle que tout le canton de Onzain-Herbault est dans votre circonscription. Enfin, les deux candidats, ils le savent, hein, évidemment, mais je le dis aux personnes présentes ce soir. Donc, tout ce canton qui est dans l'agglomération de Blois est dans la circonscription dite de Vendôme, donc c'est un poids important. Et puis, comme l'a dit Noé, je préside également 2 syndicats mixtes, c'est le langage juridique, qui interviennent ici. Le SCOT du Blésois, schéma de cohérence et d'organisation territoriale, qui justement s'occupe du problème de la sobriété foncière, hein, avec Jean, on se voit souvent là-dessus. Et puis une autre structure qui s'appelle le Pays des Châteaux, qui gère entre autres la politique de promotion touristique et puis le projet alimentaire territorial, puisque maire est assez impliqué dans cette problématique. Et je le dis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, puisqu'on est là au nom du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, je m'entends très bien avec Vincent Robin, voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu. Alors, je voudrais, avant de parler quand même de la question de la sobriété foncière qui est fondamentale pour notre pays, et pour cette partie du territoire, vous rappelez une chose, vous le savez, mais quand même, parmi les grandes réussites et les grandes conquêtes de la gauche, il y a l'éducation et la culture, et ce soir, c'est la fête de la musique, et si la fête de la musique existe, c'est quand même bien grâce à un certain Jack Lang qui a pu, pendant 10 ans, avec François Mitterrand, développer la culture. Voilà, je ne pouvais pas ne pas le dire ce soir. Je reviens sur le sujet de ce qu'on appelle la sobriété foncière. Aujourd'hui, à l'échelle intercommunale, on est vraiment confronté au problème de la sobriété foncière et à la problème de la consommation des espaces. Et parmi les sujets ultra difficiles, ultra sensibles, il y a la question du foncier économique. Alors, au niveau régional, je vais être un peu technique parce que dès qu'on rentre dans le fonctionnement des collectivités locales, il y a aussi beaucoup de techniques en jeu, mais la région a adopté un schéma régional, plutôt dans de bonnes conditions parce que François Bonneau a très bien travaillé et a écouté les intercommunalités. Mais maintenant, à l'échelle donc de notre SCOT du Blésois, c'est-à-dire Grand Chambord, Beauce-Val-de-Loire et, l'agglomération de Blois, on va devoir se partager
la consommation foncière pour les 10 ans qui viennent. Et donc, la région nous a attribué un stock de 290 hectares pour les 3 intercommunalités. Et il va falloir qu'on se partage ce stock de consommation en prenant en compte la consommation passée, le nombre d'habitants, le nombre d'emplois. Et donc, ça va devenir compliqué. Parce qu'effectivement, sur le canton de Mer, alors, je vais pas être gentil avec lui, même si humainement je l'aimais bien, Claude Denis. Le responsable de la situation actuelle sur Mer, c'est Claude Denis. Il était persuadé que pour éviter l'hémorragie d'emploi des PEDA, il fallait trouver d'autres solutions. Et à un moment donné, il a eu le sentiment que c'était la logistique qui allait tout régler. Et c'est une erreur de perspective très grave. Je me souviens qu'à l'époque, il y a déjà plus de 10 ans, le préfet qui était en poste m'avait invité à déjeuner avec Claude Denis pour essayer d'intégrer Mer et la communauté de communes à l'époque dans le Blésois pour la question du foncier. Et Claude Denis qui est très malin, comme vous le savez, avait fait semblant de ne pas comprendre ce que lui disait le préfet. Et donc, Mer a pu continuer tout seul. Et la consommation de foncier économique à Mer pose un vrai problème. Alors, vous pose un problème immédiat de qualité de vie, le problème des camions qui circulent, mais ça pose un problème à l'ensemble du SCOT du Blésois, puisqu'il va falloir se partager ce foncier. Et moi, je suis très réservé sur la logistique, et à Blois, on en a aussi beaucoup, parce que ça a été présenté pendant un moment pour la solution miracle, qui allait régler les problèmes de la désindustrialisation française. Le problème de la logistique, c'est que ça consomme beaucoup de foncier, peu d'emplois à l'hectare, des emplois peu qualifiés et une logistique qui, parce qu'on est aussi coupable avec nos smartphones, qui favorise l'importation de produits, Jean l'a évoqué, fabriqués à l'autre bout du monde. Alors, cette question de la logistique, elle est fondamentale pour l'économie française. Ça ne se réglera pas d'un coup de cuillère à peau. Il y a des entrepôts qui sont déjà là. Effectivement, moi j'ai fait plusieurs fois la balade. C'est assez effrayant. Donc maintenant, c'est comment on invente un nouveau modèle économique, comment la réindustrialisation dont M. Macron nous parle en permanence se met en place. Eh bien, cette réindustrialisation, elle nécessite une volonté évidemment de l'État, mais une mobilisation des collectivités locales. Et je suis très inquiet. Et pourquoi je suis très inquiet ? C'est parce que derrière les grands mots de M. Macron, il n'y a pas de volonté politique réelle. On a baissé la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au détriment des collectivités locales. On a fait des fleurs aux super riches, Rebecca l'a évoqué longuement tout à l'heure, et on se retrouve un petit peu coincé. Noé a beaucoup insisté sur le problème de la logistique ici à Mer. Ce n'est pas qu'un problème de Mer, c'est un problème national. Et notre région, qui est à proximité de la région parisienne, très bien placée avec les axes autoroutiers, voit sa consommation de foncier à vocation économique mangée, bouffée par la logistique. Donc là, il y a un vrai problème. On essaie de le traiter. Je sais qu'avec Pascal Huguet et Gilles Clément, le président de Grand Chambord, on s'entend bien, on travaille en bonne entente, mais ça risque d'être un peu compliqué parce que moi, très sincèrement, je suis prêt à faire des efforts, mais faire des efforts à cause de la logistique telle qu'elle s'est développée à Mer, je ne suis pas très chaud, comme on dit. Et puis, je vais terminer par là, on dit la réindustrialisation, et malheureusement, à Blois, on a un exemple du capitalisme financier avec ce qui est en train de se passer avec Poulain. Alors, avec Poulain, demain, il y a une grande manifestation. Je vous invite à venir nombreux à 10h devant la préfecture. Et l'exemple de Poulain, c'est un exemple, mais parfait, du capitalisme financier. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, la marque Poulain, elle se porte très bien. L'entreprise propriétaire de la marque, c'est une entreprise qui s'appelle Carambar, elle se porte très bien. Simplement, cette entreprise, Carambar, elle a comme actionnaire de référence un fonds d'investissement qui s'appelle Euraseo. Bon. Alors, on va essayer avec Marc Gricourt comme maire de Blois, avec François Bonneau comme président du conseil régional, de mettre la pression sur l'actionnaire de référence. Comment ? Évidemment, en
étant auprès des salariés, mais ça ne suffit pas. Et on va interpeller publiquement l'actionnaire de référence de Raseo, qui est la famille Decaux, vous savez, les abribus. Voilà. Alors, et on a préparé une tribune libre qu'on va essayer de publier dans la presse locale, mais surtout nationale, en interpellant la famille Decaux, en leur disant quelque chose de très simple. Vous avez bâti une grande entreprise qui a maintenant une implantation internationale, très bien, des dizaines de milliers d'emplois, mais cette croissance économique de l'entreprise Decaux, elle s'est faite en partenariat avec les élus locaux. Parce que l'entreprise, je ne sais pas s'il y en a ici à Mer, les abribus, machin, c'est parce que, et il faut le reconnaître, M. Decaux, père, qui est décédé, il a joué le jeu avec les élus, avec les collectivités, mais nous-mêmes, élus, nous en avons à Blois, géré par la ville ou l'agglomération, on a joué le jeu avec cette entreprise. Et aujourd'hui, la deuxième et la troisième génération qui est à la tête du capital de Raseo, eh ben, on va les interpeller pour leur dire « Oh !» Alors, Rebecca dirait « Rendez la monnaie !» Moi, je dirais reconnaissez que cette expansion économique, elle est due aussi à l'investissement des territoires et des élus et des collectivités. Aidez-nous. Donc ça, c'est la première démarche qui est liée donc à cette interpellation publique. Alors vous voyez, c'est très amusant parce qu'il se trouve que je connais quelqu'un qui travaille à la direction des institutions publiques du groupe Decaux. Je l'ai appelé pour lui dire à qui on pourrait parler dans la famille Decaux pour ce truc. Il me dit, écoute, je ne sais pas, il n'y a pas de lien capitalistique entre l'entreprise Decaux et la holding familiale qui est donc l'actionnaire de Raseo. Il me dit, je me renseigne, je te rappelle. Et ce qui s'est passé est absolument génial, c'est qu'à peine une heure après, le PDG de Carambar m'appelle très ennuyé en me disant, oui, monsieur de Gruel, je sais que vous avez appelé monsieur Decaux, ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave, hein. Je sais que vous avez appelé monsieur Decaux, bah non, écoutez, quand même, je vais vous expliquer, etc. Donc ça veut dire que la première petite touche, elle a cette efficacité, parce qu'il y a un certain nombre de PDG qui ne sont pas les propriétaires de l'entreprise, qui ne sont pas des capitalistes au sens classique, qui jouent aussi leur pause salarié, hein, parce que quand on est salarié, on peut être en bas de l'échelle, mais on peut être aussi PDG, et le type, il avait les jetons. Et donc, on va continuer à mettre alors je ne sais pas si on va réussir, mais en tout cas, on va mettre la pression pour interpeller la famille Decaux, qui est donc l'actionnaire de référence de la marque Carambar. Voilà, ça c'est important. Et puis la deuxième initiative qu'on prendra le 2 juillet au conseil communautaire d'Aglopolis, on va prendre une délibération. Alors ça aussi c'est du droit, de l'urbanisme, c'est compliqué, mais en gros, on va prendre une délibération pour dire nous sommes intéressés par le foncier de Carambar parce qu'ils veulent vendre. Donc on fait jouer ce qu'on appelle le droit de préemption. Pour faire jouer le droit de préemption, il faut d'abord manifester son intention. Donc c'est ce qu'on va prendre en votant cette délibération le 2 juillet au conseil communautaire d'Aglopolis. Pourquoi ? Pour les emmerder. Voilà, pour ne pas rendre les choses faciles, parce que ce que l'on craint, c'est qu'ils sont propriétaires d'une enclave très importante, ils essayent de vendre déjà des parcelles, donc on va voir comment on va pouvoir peser, comment on va pouvoir imposer un rapport de force, c'est pas facile. Et puis derrière, c'est pour ça que ça me fait penser évidemment à Mer, derrière il y a une grande barre, enfin une grande parcelle qui est en terre agricole. Et on a commencé à entendre dire, parce qu'on est très bien placé, là aussi on est à l'embranchement de l'autoroute, tiens, ça pourrait intéresser des entreprises de logistique. Alors je peux vous dire une chose, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que cette grande parcelle qui est en terre agricole, qui est dépendante du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aglopolis, eh ben celle-là, elle restera en agricole et il n'y aura jamais de logistique à cet endroit. Parce que évidemment, le combat en faveur de la réindustrialisation, le combat en faveur de l'économie et des salariés et des employés, c'est un rapport de force. Et je pense très important que le nouveau Front populaire pèse dans ce rapport de force. Nous ne sommes pas des fous furieux, nous ne sommes pas des incompétents, mais à un moment donné, il faut peser dans le rapport de force. Et puis tout à l'heure, Noé a rappelé qu'un certain nombre d'économistes étaient, j'allais dire, favorables aux mesures proposées. Il y en a 2 autres qui n'ont pas été cités. Alors ça va peut-être faire drôle de le dire dans une réunion du nouveau Front populaire, mais le banquier d'affaires Mathieu Pigasse dit « c'est très bien, d'ailleurs, la France ne se porte jamais mieux sur le plan économique que quand la gauche est au pouvoir ». Et puis Esther Duflo, prix Nobel d'économie, dit aussi la même chose. Donc on n'est pas des incompétents, on n'est pas des fous furieux. Et vous voyez, quand j'entends ce que les télés d'information n'arrêtent pas de déverser, c'est des fous furieux, c'est des antisémites, c'est des violents, j'aurais envie de dire, mais venez dans la salle, regardez-nous. Est-ce qu'on est des fous furieux ? Non, donc on va gagner. Voilà.
Noé me demande si je veux parler. Tout est dit, et puis on est sensibilisé puisqu'on est là tous ensemble à nos choix. On doit partager quelque chose, sans doute. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est mon contact aux difficultés quotidiennes qu'évoquait tout à l'heure Rebecca. En étant au conseil d'administration de la CCAS, on traite à la CCAS, oui, à la mairie, donc c'est la Caisse communale d'action sociale. Des gens en difficulté déposent des demandes d'aide individuelles, exposent leurs difficultés. Il y a un traitement qui est fait par les salariés de la CCAS. Et nous, on vote, on accorde des aides. Et alors là, depuis 1 an, c'est une vision dramatique pour certaines personnes, souvent d'un certain âge, mais pas que, immigrés, mais pas que. Et ce qui fait le renvoi d'un état de misère, c'est l'aspect plombé par l'énergie, par le quotidien. Et ça, nous aussi, on ne fait pas partie, bien heureusement, de ces demandeurs d'aide. Mais on est touché tout autant. Eux le sont plus, parce que dans ce pays de hargne, de haine, du manque d'aide entre les gens, décidés en haut lieu, eh bien, les plus faibles dégustent en premier, mais nous, on est juste derrière, un petit peu moins faibles. Et c'est affreux de voir ces misères, ces manques de revenus. La protection sociale est partie en lambeaux. Il y a de moins en moins d'aides vraiment allouées. C'est des revenus très difficiles que présentent ces personnes et ils sont dans des choix horribles. Je ne me chauffe pas si je veux manger. Je ne sors plus de chez moi. Et donc j'ai une vision par cette présence à la CCAS d'une misère qui m'écœure. Donc nous on aide, mais c'est pas une solution que j'aimerais durable. On répond au coup par coup, on aide temporairement, mais le problème va revenir 6 mois après. Et je le rapporte à ce mépris qu'ont les décideurs pour nous autres. Ils nous ignorent, ils s'en foutent, ils ne nous protègent plus alors qu'il y a, on l'a dit, énormément d'argent dans ce pays ou dans des paradis fiscaux, mais il y a de l'argent et il est mal partagé. Donc j'espère vraiment encore beaucoup du Front populaire. On va laisser la parole. Je vais repasser la parole au public. Claudius, tu peux baisser un tout petit peu. Mais en effet, je rebondis juste sur un sujet, c'est qu'en effet, le cœur du programme du Front populaire, du nouveau Front populaire finalement, c'est de remettre l'argent là où il devrait être. La France, c'est la 7e puissance économique mondiale. Pourtant, on voit la casse de l'hôpital, la casse des écoles partout. Le cœur de notre programme, c'est la redistribution des richesses. Point. Voilà. Et je vais prendre la parole, je vais donner la parole dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Des questions de préférence en rapport avec plutôt le nouveau Front populaire, le programme. Oui, bonsoir. Alors, Régis Barbou pour l'UD CGT 41. Alors, comme l'a dit le président de Gruel, demain matin, il y a donc la manifestation en soutien aux poulains pour le maintien de l'emploi et de l'outil industriel. Parce que je vous rappelle, comme ça, on a commencé à voir un petit peu avec le PSE quelques papiers qui traînent. Donc, Poulain veut revendre la boutique, effectivement, et ils vendent même la boutique sans les luminaires. Alors, c'est pour vous dire qu'ils veulent vraiment... Non, mais c'est qu'ils veulent vraiment pas de concurrence. Mais les salariés sont sur le maintien de l'emploi, donc nous, il n'y a pas de souci, on va les suivre. Et puis, dimanche, 15h, il y a... attendez, il faut que je reprenne. Il y a une alerte féministe contre l'extrême droite. Alors, je dis bien l'extrême droite, parce qu'il n'y a pas que le Rassemblement national. Hein. Il y a tous les autres qui traînent autour. Alors, c'est dimanche, à 15h, place Roll-Tanguy. Voilà. Moi, je voulais dire qu'au début, j'étais un peu inquiète parce qu'au début de la réunion,
Il a été beaucoup question des adversaires, à savoir Macron, le Front National, etc. Et enfin, après Noé a redressé la barre, puisque tu as parlé d'écologie, parce que pour moi c'est ce qui est important. Et je voulais dire que moi je ne vais pas voter seulement contre un tel. Je vote pour les candidats qui défendent l'écologie, qui ont pris conscience que la crise climatique doit être au centre de nos préoccupations, et donc vous en faites partie, mais je trouve ça, c'est pas inutile de le redire, surtout quand on entend dans la presse, il y a une espèce d'amalgame qui est fait, en particulier par les candidats macronistes, à savoir il faut voter pour eux, parce que sinon c'est les extrêmes, sinon c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche. Je rappelle que vous êtes pas l'extrême gauche, ou alors j'ai rien compris, et que donc il est important de... Et que donc c'est important de rappeler que vous êtes les candidats de l'écologie aussi, et qu'aujourd'hui c'est une urgence, et que c'est le seul programme qui le met en priorité. Voilà, donc c'est pour ça que moi je vote pour vous, avant de voter contre un tel et un tel. Oui, je rappelle en effet qu'il y a eu un débat sur extrême gauche, extrême droite, etc. Selon le Conseil constitutionnel, la France Insoumise est un parti de gauche. Donc, étant donné que le Parti Socialiste, le Parti Communiste et le Parti Écologiste sont des partis également de gauche, et que c'est une alliance entre principalement ces 4 partis, le nouveau Front Populaire est une alliance de gauche. Point. Moi, je vais vous donner une petite information. Là, vous êtes dans un local. Il a été construit en 1936. 36, et le Front Populaire, pour vous dire. Alors, c'était fait par des travailleurs, des laïcs sur mer. Au début, c'était comme ça. Et 36, là, vous êtes vraiment là. Alors là, je suppose que vous avez vu, il prend l'eau. Hein. La municipalité, il faudrait peut-être penser à rénover et à faire. Voilà. Mais... Et... En effet, je te remercie pour ta prise de parole. En effet, je voulais en parler dans mon introduction, mais c'est un lieu très symbolique. Déjà parce que j'ai fait 10 ans de théâtre avec des personnes dans la salle ici, à titre personnel. Ensuite, parce qu'en effet, c'est le cercle laïque et la question de la laïcité est vraiment au cœur de la problématique actuelle, en rappelant que nous sommes évidemment le Front Populaire, mais nous sommes aussi le Front de la laïcité pour le respect des religions, et que les religions sont évidemment séparées de l'État, et qu'aujourd'hui, malheureusement, la question de la religion devient absolument trop importante dans le débat public, alors que la religion, c'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose qui est à la maison ou dans des lieux de culte, et que nous veillerons à ce que, bien sûr, toutes les religions qui respectent la loi, bien sûr, puissent être librement pratiquées par les croyantes et les croyants, et que l'État soit bien séparé des questions religieuses. Et ensuite, la salle porte le nom de Pierre Tournois, qui est un bienfaiteur de la ville. Je ne sais pas si tu veux placer quelque chose sur lui, mais voilà, également, c'est assez symbolique, en tout cas, avec le cercle laïque, salle Pierre Tournois, en effet, et tout ça avec la date de 1936, et ça, c'est extrêmement symbolique. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Si vous avez des questions sur le programme, sur des différents points thématiques, et puis sur l'organisation pour nous aider, très bien. Je peux dire un mot ? Alors, pour le programme, vous le trouverez très facilement sur Internet. Il fait 24 pages puisque c'est un programme de législature. Effectivement, il va être détaillé un peu plus tard. Et on peut vous envoyer un lien où il a été enregistré, oralement pour ceux qui voudraient l'écouter en faisant leur jogging, leur vélo ou en voiture ou n'importe quoi, et qui n'auraient pas le temps de le lire ou qui ont d'autres lectures aux toilettes. Quelqu'un d'autre voulait poser une question dans la salle ? Eh bien écoutez, on va terminer cette réunion publique. On va aller profiter un peu du dernier rayon de soleil, et puis évidemment on va aller faire la fête ce soir parce que c'est la fête de la musique, pareil, hautement symbolique, petite dédicace à nos camarades socialistes. Donc nous on va aller faire la fête à Vendôme, et puis c'est vrai que malheureusement à Mer il n'y a rien, et c'est vrai qu'un beau jour il faudra que le temps de la musique revienne sur cette belle ville de Mer. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup.